Bonjour mesdames et messieurs, pour ceux qui sont déjà connectés, bienvenue à ce webinaire organisé par la FEDEN et le JMELEC. On patiente encore une petite minute, le temps que de nouveaux participants se connectent. Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue de nouveau à tout le monde à ce webinaire organisé par la FEDEN et le JMELEC. Nous allons présenter le guide pratique installation de combustion, acquisition, traitement et reporting des mesures en continu pour les principaux polluants de l'air. Vous allez voir que tous ces mots sont importants et on va y revenir un petit peu plus tard. Je m'appelle Stéphane Signoret, je suis journaliste spécialisé et j'ai donc le plaisir d'animer ce webinaire ici dans les locaux de la FEDEN. Alors, un petit aspect logistique, cette session est enregistrée. Vos caméras et vos micros en tant que participants sont coupés. Vous ne voyez que les intervenants ici présents dans cette salle. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat pendant la présentation. Ces questions seront compilées, elles nous seront passées et nous pourrons les poser à la fin aux intervenants. Merci d'être le plus précis possible dans vos questions et éventuellement de vous présenter si vous le souhaitez. Comme ça, on sait auprès de qui on échange. Il est également important de savoir surtout que nous respectons les gestes barrières. Donc, je n'ai pas mon masque, mais je le mettrai après avoir fini de parler et chacun des intervenants fera la même chose. On va commencer cette session par un mot d'ouverture par le président de la FEDEN, Pascal Roger, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ici dans la salle. Et puis, Cyril Nolot également fera une petite présentation au titre du JMELEC. Monsieur Roger, à vous la parole. Oui, bonjour. Pascal Roger, donc je suis le président de la FEDEN. Je remarque avec beaucoup de satisfaction que ce travail qui a duré environ 2 ans, qui est un travail très partenarial et complémentaire entre le JMELEC et la FEDEN, a abouti enfin et intéresse de nombreux auditeurs. Le petit mot que je voulais dire, c'est que vu du côté de la FEDEN, nous qui opérons en fait des grosses installations de combustion, il est clairement inscrit dans nos gènes que nous devons en fait aujourd'hui piloter de façon de plus en plus précise, donc les performances bien entendu de ces équipements, mais également tout le suivi de leurs émissions. Et donc cette question en fait de rassembler des données qui soient signifiantes, réalistes, représentatives de la réalité, en temps de plus en plus réel en fonction des configurations, est un sujet qui à la fois nous importe à nous pour optimiser la conduite de ces installations, mais également pour donner une visibilité à nos clients pour lesquels en fait nous opérons ces installations. Donc c'est un guide qui sera très important pour la FEDEN et je voulais profiter de cette occasion pour remercier le JMELEC qui nous a apporté toutes leurs compétences dans cette démarche. Bonjour à tous. Donc, pour parler très brièvement du JMELEC, je rappelle que c'est un syndicat professionnel qui fédère la filière électronumérique française et qui regroupe plus de 200 entreprises. Il existe au sein de notre organisation 63 divisions de métiers, dont la division A58.1 que j'ai l'honneur de présider et qui regroupe les constructeurs d'analyseurs de gaz, constructeurs qui ont contribué à la réalisation avec la FEDEN de ce guide. C'est moi qui reprends la parole, excusez-moi. Donc d'ailleurs, j'ai déjà plus ou moins abordé le sujet. Donc ce guide a été absolument nécessaire pour justement permettre de bien clarifier quelle est la pertinence des données que nous pouvons suivre par rapport en fait à la réalité des installations que nous exploitons,
Ça s'inscrit dans une tendance extrêmement lourde d'avoir des pilotages de plus en plus fins, des normes d'ailleurs de plus en plus exigeantes en matière de rejet, notamment liées à la combustion. Et donc, c'est déterminant pour que nos clients souhaitent s'engager dans de tel type de projet avec le niveau de sécurité suffisant en matière d'impact environnemental et de qualité de l'air intérieur comme extérieur. Donc oui, je pense que ce guide, effectivement, sera un outil de travail pour nos équipes au quotidien et en même temps un outil de communication vis-à-vis des autorités et vis-à-vis de nos clients. Et donc, je suis très heureux de voir d'ailleurs qu'il y a un nombre important de participants de la FEDEN qui s'intéressent à ce sujet et qui demain certainement utiliseront ce guide. En effet, ce guide, qui est le fruit du travail commun entre nos deux organisations, nous a permis de partager nos retours d'expérience communs, à savoir celui des exploitants côté FEDEN, comme celui des constructeurs au travers du GIMELEC. Ce guide rappelle le contexte réglementaire ainsi que sa mise en œuvre opérationnelle du terrain, en passant par la mesure, le traitement de la donnée, jusqu'à l'édition des rapports et des bilans. Il donne des réponses concrètes aux questions qui se posent pour les exploitants au sujet du traitement de la donnée notamment. Et il propose un rapport standard pour la transmission des informations aux autorités compétentes. Point de vigilance, attention, ce guide constitue une aide, mais il n'est en aucun cas un élément de substitution à la couverture des responsabilités de chacun, que ce soit les exploitants, les fournisseurs, etc. Merci beaucoup donc à M. Roger et M. Nolot d'avoir fait cette introduction. Donc je le rappelle, tout le monde le sait, on est là pour parler de ce guide pratique. Je redis son titre: installation de combustion, acquisition, traitement et reporting des mesures en continu pour les principaux polluants de l'air. Je l'ai dit, chaque mot a son importance et c'est justement ce qu'on va voir durant ce webinaire. Alors, on va bien sûr pas rentrer dans tous les détails du guide qui fait une 60aine de pages, mais on va montrer son intérêt et ses aspects les plus essentiels. J'indique dès maintenant que vous pourrez trouver ce guide en téléchargement gratuit sur les deux sites feden.fr et gimelec.fr dès la fin de ce webinaire. Alors, 4 spécialistes vont intervenir pour nous présenter le guide. Donc, Cyril Nolot, qui a déjà un petit peu pris la parole, donc directeur division mesures et analyse chez ABB. François Penn, qui est responsable environnement chez NJ Solutions. Xavier Rigaud, qui est responsable veille réglementaire à Dalkia, et puis Stéphane Valette, responsable commercial de la division France Industrie Process chez Envea. C'est ça. Et je vois que je n'ai pas tout à fait le même titre sur la slide, mais ce n'est pas grave, il corrigera de lui-même si besoin. Donc, on va avoir plusieurs parties dans cette présentation. Ils vont chacun en assurer la présentation. À la fois de par leur fonction professionnelle, bien sûr, et puis leur engagement respectif à la FEDEN et au GIMELEC. Ils vont nous expliquer en quoi le contenu de ce guide est important, en quoi il est essentiel et surtout en quoi aussi il est essentiel, y compris au regard des pouvoirs publics. On va voir qu'il y a aussi une relation importante ici. Voilà, et je n'en dis pas plus. Messieurs Penn et Nolot, c'est à vous l'honneur de commencer en duo. Alors bonjour à tous, donc c'est moi qui ai l'honneur de présenter la première partie, la première vue en tout cas, pour revenir sur la chronologie des étapes qui nous ont amenés à avoir la nécessité de faire un guide pour ce type de prestations. Donc tout d'abord, on a eu la publication des conclusions sur le guide d'installation de combustion 2017. Ensuite, on a eu l'obligation de refaire le dossier de demande vis-à-vis du dossier réglementaire, de révision du dossier réglementaire avec la comparaison au MTD, meilleure technique disponible, et puis aux mesures d'émissions associées au MTD pour les polluants standards. Ensuite, on a eu la nécessité d'avoir recours à des données relatives à des mesures en continu sur ces paramètres sur une durée de 5 ans, une durée continue de 5 ans. Et la publication des arrêtés de 3 août 2018 sur la directive MCP pour les installations jusqu'à 50 MW, dont l'arrêté relatif à l'installation de combustion aussi supérieur à 50 MW. Et un projet de norme basé sur les exigences des directives européennes, IED et MCP. Donc tous ces éléments ont amené les deux fédérations à avoir
cette idée de réaliser un guide pour repréciser un peu tous ces éléments qui sont aussi appuyés sur une norme sur qui cadre les émissions, les exigences en matière d'émissions de sources fixes, une norme qui actuellement a deux volets publiés et deux en prévision. On verra tout à l'heure plus tard. Donc voilà pour cette première présentation de la chronologie des événements. Alors pour l'exploitant d'une installation, ce guide a pour objet de permettre de réduire les difficultés d'accès qu'on constate sur les données relatives aux mesures en continu, sur une durée de 5 ans, encore une fois. On a donc des problèmes d'archivage sur la période pour les données, des problèmes de qualité de ces archivages et de cohérence entre différents systèmes, entre différentes phases de temps. La disponibilité des données sous format papier et les rapports trimestriels qui nécessitent d'être précisés et de façon aussi homogénéisée. Méconnaissance des traitements de la donnée réalisée, donc sur la partie exploitation, on constate que certaines façons, les méthodes d'obtention des données doivent être précisées de façon à ce qu'elles soient bien comprises et homogénéisées entre tous les sites. Donc voilà pour la partie exploitation. En ce qui concerne le point de vue des fabricants, force est de constater qu'auparavant, de par l'absence de référentiels standardisés sur les AMS et l'absence de référentiels clairs pour le traitement de la donnée, la base installée présente sur le terrain était fortement hétéroclite et posait des problèmes et pose des problèmes aux différents exploitants. Donc c'est le constat que l'ensemble du groupe de travail a pu faire et qui a donné quelque part l'élément déclencheur de ce guide. Au niveau des obligations réglementaires pour la partie exploitant, on constate qu'on doit mettre nos installations en conformité en août 2021 vis-à-vis des positions prises dans les dossiers de réexamen ou des arrêtés complémentaires qui peuvent aussi arriver, et de la réglementation actuelle, arrêté du 3 août 2018. L'intégration des nouvelles exigences réglementaires vis-à-vis des comparaisons par rapport au VLE, qui aussi peuvent évoluer, et VLE horaire, journalière, mensuelle et annuelle, en flux ou en milligrammes, et la déclaration des périodes de fonctionnement ou de non-fonctionnement des installations, qui doit aussi être bien définie pour chaque site. Et on en reparlera dans les éditions des États. En ce qui concerne le JMELEC et le point de vue des fabricants, les enjeux sont principalement d'être en capacité de structurer une réponse de manière standardisée afin d'être en capacité de répondre aux nouvelles exigences réglementaires pour le marché. Donc, vu ces constats, la FEDEN décide en janvier 2019 la création d'un guide, comme on en a un peu déjà parlé, et propose au JMELEC une collaboration afin de répondre de manière structurée aux exigences réglementaires pour la partie exploitante et d'apporter une réponse standardisée aux besoins exprimés par les exploitants pour les fournisseurs. Le consortium s'est organisé pour que ce guide soit reconnu par les autorités de tutelle, que sont le ministère, les DREAL, le DRIE et l'INERIS, afin que ce guide serve de référence à la profession. Merci beaucoup à vous deux pour cette première partie qui nous a permis de voir un petit peu l'origine et le cadre réglementaire de ce guide. Maintenant, on va entrer dans le cœur de son contenu avec Stéphane Valette et Cyril Nolot, de nouveau, voilà, pour une première partie de présentation. Oui, donc nos deux organisations sont évertuées à développer, à écrire un guide qui puisse ainsi donner des outils de compréhension sur le matériel d'analyse qui est installé sur ce type d'installation, être aussi donc didactique, simple, mais en même temps précis dans le sens de la réglementation, mais aussi dans le sens de l'évolution des nouveaux textes dont on a parlé dans la première partie, avec le fait l'intégration de ce nouveau paramètre là qui va être le quotidien de
de nos interventions, qui sont donc les périodes hot-knock, qui est un concept tout à fait nouveau dans la profession, et sur le fait ainsi de pouvoir le rendre des définitions qui soient claires et simples pour tous. Donc, le guide aborde ainsi une classification des hot-knock standardisée dans la profession, que l'on soit exploitant ou que l'on soit fabricant. Et également, il va aborder ce guide dans cette partie liée à ces nouveaux besoins, le fait d'intégrer ces nouvelles informations dans les rapports. Donc, l'intégration des hot-knock dans les rapports, comment et pourquoi, et au niveau du reporting, toujours dans l'esprit de consolider de la manière la plus efficace et la plus transparente qui soit, donc consolider les données par rapport aux déclarations des émissions atmosphériques, faire le distinguo entre la déclaration de réal que chacun connaît, répondant au suivi d'activité de l'installation et à la maîtrise des rejets, mais aussi de différencier ainsi cette première déclaration à la seconde, la déclaration GREP, qui répond plutôt au bilan global des flux polluants émis par l'installation de combustion sur une année. Dernière partie du guide, la partie archivage, qui faisait partie donc des manques vus au travers des constats, où le guide est plutôt orienté sur une liste de recommandations qui sont données aux exploitants pour bien archiver les données. Pour bien comprendre ce sujet, il nous paraît également important de rappeler quels sont les différents sous-ensembles qui constituent une solution complète d'analyse de gaz. Le premier grand bloc est constitué par les analyseurs et les capteurs qui vont avoir en charge la mesure des concentrations de gaz brut, la mesure des concentrations de poussière, les débits de gaz et également la température, la pression et l'humidité des fumées. Cet ensemble-là, constitué des analyseurs et des capteurs, est ce que l'on appelle l'AMS, c'est-à-dire Automated Measuring System. Le deuxième gros pavé de la solution est le traitement de la donnée. L'acronyme utilisé, enfin le sigle plutôt utilisé est DAHS, Data Acquisition and Handling System. Ce système-là va être directement connecté avec les AMS, dont il va récupérer les informations, mais également connecté aux données du procédé, afin d'être en mesure de pouvoir corriger les valeurs, afin d'établir les bilans et les rapports qui sont à transmettre aux autorités compétentes. Donc, à la suite de également la terminologie de la différence entre un AMS et un DAHS, eh bien, derrière cela, on a différents types de données. Elles sont regroupées donc en trois ensembles. Vous avez la première qui est la plus importante, qui est relative aux polluants. La notion de polluant étant directement reliée à la notion de valeur limite d'émission avec l'acronyme VLE. Donc, on va retrouver ici les polluants avec les concentrations de gaz et les concentrations de poussière. Le deuxième ensemble de données sont liées relatives au débit ou au flux des gaz et qui, là, vont être des données qui vont être aussi suivies en continu comme les polluants ou évaluées. En fait, là, on introduit deux notions qui vont être vues ultérieurement entre la mesure en continu et l'évaluation en permanence qui parfois suscitent des interrogations. Le guide va y répondre. Un troisième ensemble, toutes les données qui sont périphériques à l'évaluation donc des rejets qui sont provenant de l'AMS, les températures, pression et humidité des fumées qui vont être utilisées pour corriger les données, puis les données process, afin de valider ou invalider les mesures en fonction de l'état d'installation. Et donc, pour faire le lien avec ces différentes définitions de données et d'AMS et d'AHS, eh bien, ces ensembles sont distincts et répondent à des normes qui leur sont propres. Elles sont bien séparées véritablement maintenant dans le modèle normatif et évidemment bien décrites dans le guide combustion. Les données en tant que telles, donc qu'elles soient les concentrations, qu'elles soient concentrations ou flux, répondent donc à des VLE et à des exigences dans les arrêtés préfectoraux
que nous connaissons. Et donc doivent être fournis par des appareils qui sont certifiés selon des normes dédiées, et lorsqu'en fait la notion de VLE implique la mesure en continu. Le troisième point, c'est les exigences de calcul qui sont aussi, donc étant reliées au DHS, qui sont reliées à un deuxième ensemble normatif, et qui, lui, est donc présent au travers de la dernière norme, NFEN 17255, dans laquelle eh bien, sont décrites de manière très précise la manière dont les données vont être traitées. Dernier point, les données évaluées. Donc, c'est pour faire le distinguo entre la mesure en continu et l'évaluation permanente. L'évaluation permanente, quand on a une évaluation permanente, par exemple relative au flux, là je pense par exemple aux installations MCP, elles n'ont pas forcément l'obligation d'être certifiées, comme donc les paramètres périphériques ne sont pas liés non plus en fait à de la mesure en continu. Comme l'a évoqué Stéphane sur la diapositive précédente, l'AMS et le DHS sont bien distincts et répondent à des normes qui leur sont propres. Si l'on regarde la partie AMS, les AMS doivent être conformes à un certain nombre de normes qui sont citées sur cette diapo. Rappelons pour exemple le N14181 qui correspond à l'assurance qualité des systèmes automatiques de mesure AMS, le N15267 qui correspond à la certification des systèmes de mesurage automatisés, le N13284 correspondant à la détermination des faibles concentrations de poussière, le N16911 correspondant à la détermination manuelle et automatique de la vitesse et du débit volume d'écoulement dans les conduits, le N15259 qui décrit les modes opératoires visant à prélever les échantillons représentatifs dans les conduits d'évacuation des effluents gazeux, notamment les points de piquage des AMS, mais également des contrôles réglementaires. Donc, tous ces AMS doivent répondre à ces normes. Concernant la partie DHS, le DHS doit être conforme à l'EN 17255 qui se structure en 4 parties, dont les 2 premières ont fait l'objet d'une publication, la partie 1 en juillet 2019, la partie 2 en avril de 2020. La partie 3 et la partie 4 restant encore à publier sur un calendrier estimatif de 2021 et 2024. De la même manière que pour les AMS, le DHS doit délivrer des données conformément traitées selon cette norme. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans ce volet-là de normes relatives à l'AMS, quelques rappels. Nous avons repris un schéma qui avait été produit par EDF lors d'un REX AFNOR en 2015 et qui resymbolise bien ce que c'est que les certifications CAL 1, CAL 2, CAL 3, donc d'assurance qualité qui sont liées en fait aux normes que nous avons citées précédemment. Donc un petit rappel pour faire le distinguo et bien expliquer la différence entre l'AMS encore et le DHS. Vous avez ici là des jeux de fléchettes avec la cible centrale, la valeur vraie qui correspond finalement à la concentration du polluant qui est vraiment présente à l'intérieur du fût de cheminée. Donc vous prenez un appareil qui n'est pas forcément très répétable, évidemment pas certifié. L'appareil, vous voyez sur la gauche, a un nuage de points qui est assez large et évidemment il est à côté du point de mesure, du point de concentration réelle que vous avez en cheminée. Eh bien, rien ne vous empêche, j'étalonne cet appareil pour être un petit peu mieux. Eh bien, je vais donc sur la visualisation du deuxième jeu. On voit qu'on s'approche de la valeur vraie, mais finalement la dispersion est toujours identique puisque finalement, je ne contrôle pas l'incertitude de mon AMS et finalement, la moyenne qui en découle n'a pas forcément énormément de sens. Donc là, intervient le premier étage de la partie norme décrite auparavant. Nous, fabricants, on conçoit des appareils qui doivent répondre à ces normes et qui finalement, ainsi, sont jugés par des parties indépendantes qui sont en Allemagne, le TÜV et le MCERT, donc 2 instituts indépendants qui donc prennent
en charge nos analyseurs et vont juger leur aptitude à l'emploi dans le cadre de la mesure au rejet d'émission. Donc, ça inclut des performances métrologiques en laboratoire, sur le terrain, des essais de validation. Et ainsi, tous ces tests permettent d'évaluer de manière très précise l'incertitude de l'appareil aux conditions locales de l'application. Donc, que ce soit les gammes, que ce soit les VLE qui sont ciblés au travers de cette application, et surtout en ayant pris en compte tous les interférents chimiques ou physiques qui interviennent au cours de la mesure. Donc, on arrive finalement à, nous, fabricants, fabriquer un appareil précis, répétable, et qui, de toute façon, dans ses performances intrinsèques, suit la précision que vous avez dans la petite bulle orange, l'erreur aléatoire de l'appareil, qui est finalement, évidemment, vraiment meilleure que ce que vous avez auparavant. Et puis, on l'installe, et là, chaque installation a, avec ses conditions de fonctionnement, ce qu'on appelle une erreur systématique, et qui finalement impose au travers de la norme d'estimer cette erreur au travers du test CALB. Donc là, c'est l'aptitude de l'AMS après l'installation. Donc ça génère évidemment la comparaison de l'AMS avec une mesure de référence et ainsi une fréquence du test qui est refaite tous les 5 ans. Et puis le dernier point, qui est le CAL 3, où là, on va suivre. On va garantir à travers un test régulier les exigences face à la réalité physique. Donc voilà les 3 étages qui finalement permettent à l'AMS, permettent à l'exploitant d'être assuré de la précision de l'AMS lorsque ces appareils suivent ces dispositions. Et ceci donc à mettre en regard avec la norme relative au traitement de données, où là, on n'est plus du tout sur des considérations métrologiques, d'incertitude, d'interférence, etc., liées à la mesure. Là, on est véritablement sur le traitement de données en tant que tel. Je prends la donnée brute, j'en fais quoi? Eh bien là, donc la norme, quand on voit dans son contenu, elle parle en fait de ces différents points. Vous avez là la partie acquisition de données, donc de données brutes et de leur enregistrement, le calcul des moyennes, selon la validité et l'invalidité des mesures et la disponibilité des données, et puis l'évaluation de respect des limites réglementaires au travers également du cadre IED ou MCP ou LCP que nous avons vu auparavant, jusqu'à l'édition des rapports pour les autorités. Voilà. Avec là, comme vous l'avez aussi mentionné Cyril, la norme dans sa globalité est évidemment n'est pas tout à fait finalisée, puisqu'il reste encore les 2 dernières parties à terminer, mais une chose est sûre, c'est que la première partie qui est relative à l'algorithme de traitement de données, lui, est déjà fixé dans le marbre, c'est la norme -1 qui est déjà publiée depuis juillet 2019. Alors effectivement, cette nouvelle norme EN 17255 induit de nouvelles terminologies, de nouveaux acronymes, de nouveaux sigles, et donc pour en dresser un tableau rapide, on peut parler de l'état d'installation, qui est en fait la différence entre le régime stabilisé et le régime bottom-up dont Xavier parlera tout à l'heure, le mode transitoire. On parle aussi de la disponibilité de l'analyseur, qui est en fait le temps relatif au ratio temps de mesure versus temps analyseur non disponible. Vous avez également les mesures périphériques dont on a parlé tout à l'heure, qui sont en fait les mesures qui vont permettre de corriger les valeurs brutes des équipements d'analyse, comme la température, la pression, l'oxygène, l'humidité des fumées. Il y a aussi le concept de FLD, Field Level Data, qui sont en fait les données de premier niveau. C'est ce qu'on appelle les valeurs brutes, donc les signaux qui sont extraits de l'AMS. Puis, on a d'autres acronymes qui sont reliés à la valeur brute moyenne, donc qui est relative à la STA, la moyenne à court terme ou moyenne horaire, qui est, on va dire, l'entrée de la donnée réglementaire proprement dite. Vous avez ensuite la valeur corrigée et prise pour le flux, ou SSTA, donc moyenne à court terme, donc normalisée, corrigée selon les mesures périphériques que nous avons mentionnées, telles que la pression, la température, l'oxygène et l'humidité des fumées, jusqu'à arriver à la valeur validée,
les VSTA, qui sont aussi là aussi, donc une moyenne à court terme avec la soustraction de l'intervalle de confiance, afin d'ainsi satisfaire aux exigences de déclaration des directives européennes et aussi des arrêtés ministériels, pour finalement aboutir aux moyennes en tant que telles, les LTA, les moyennes long terme, ou aussi connues au travers des termes moyennes journalières, mensuelles ou annuelles. Alors vous avez à l'écran le résumé du traitement de données. En haut à gauche, la mesure brute de l'AMS, avec également donc ici l'exigence de la norme de considérer un scan de 10 secondes. L'indicateur de l'état CAL 3 de l'AMS pour bien filtrer la donnée entre le test statistique de dérive de l'appareil et la véritable mesure provenant d'un rejet. Puis, on arrive à l'estimation, le calcul de la STA avec un indicateur de validité, puisque la norme implique également le fait de la règle des 2 tiers par rapport au temps de scrutation sur l'émissaire considéré, d'avoir 2 tiers des mesures disponibles pour calculer une moyenne. Et donc, on arrive à la notion d'STA que vous avez à l'écran. L'ajustage CAL 2, donc relative à l'erreur systématique dont nous avons parlé précédemment, intervient à cette étape, et on arrive donc à la valeur STA CAL 2 corrigée et donc raccrochée à la mesure de référence. Suivent ensuite les données périphériques avec les corrections, avec la possibilité, la norme le donne, en cas d'indisponibilité des données périphériques, d'utiliser des valeurs substituées, et d'arriver ainsi au calcul de la SSTA validée, qui, elle, directement, dès que la chaudière est allumée, et bien, lorsque la SSTA est acquise, elle va dans le panier du calcul de flux géré. Ensuite, se fait, en fonction des données process, le flag de la donnée relative en fait, à l'état de l'installation de manière plus précise. Donc là, c'est là où interviennent les hot knock. Là aussi avec un domaine de validité sur l'heure. Et donc, en fonction de cette disposition, la SSTA est validée ou pas. Et quand elle l'est, elle suit une dernière bifurcation entre la VSTA impliquant l'IC95 dans le but de calculer les données LTA et d'évaluer ainsi l'appareil de combustion selon les VLE en concentration, à ne pas confondre à l'évaluation de la VLE flux qui, elle, n'intègre pas l'IC95. Merci pour cette partie déjà bien précise qui donne un peu le contexte de la façon dont les appareils sont préparés. Pour les participants, je rappelle que vous pouvez poser des questions sur le chat, notamment si vous avez des questions de précision sur ce qui vient d'être présenté. N'hésitez pas, on se fera le relais de vos interrogations. Et on va continuer maintenant avec Xavier Rigaud, notamment surtout pour parler de ces fameuses périodes hot knock, fameuses mais totalement nouvelles, donc il faut quand même bien les expliquer. À vous. Bonjour, donc je vais vous présenter un petit peu les périodes hot knock. Donc ce sont les périodes qui sont autres que les périodes normales de fonctionnement et qu'il est important de signaler parce qu'elles invalident ou pas la mesure vis-à-vis de sa comptabilité finalement. Donc, ce sont des périodes qui doivent être le plus court possible. Elles doivent être comptabilisées, c'est ce que je disais, et reportées dans les bilans périodiques. Alors, la définition donc, de ces différentes périodes sont sous la responsabilité effectivement de l'exploitant, parce que ça dépend effectivement de la typologie de l'installation proprement. Alors, dans les typologies, désolé. Donc les hot knock dépendent d'un certain nombre d'éléments comme la technologie propre de l'appareil de combustion, une chaudière, un moteur, une turbine, du type de combustible utilisé. On imagine bien qu'entre un gaz naturel et de la biomasse, on n'a pas les mêmes éléments. Les équipements connexes et notamment les équipements de traitement, les systèmes de traitement des fumées, entre autres.
les conditions spécifiques de fonctionnement de l'installation propre. Il peut y avoir, par exemple, sur certains équipements, des périodes de ramonage, par exemple, et puis les conditions de contrôle et de sécurité liées proprement dit à la mesure, à l'AMS, proprement dit. Voilà. Alors, en réalité, ces hot NOC ont été définis, suivant le guide de rédaction du dossier de réexamen pour les grandes installations de combustion, en 4 périodes. Donc, la période de démarrage et d'arrêt, qu'on appellera P1, les périodes d'indisponibilité d'un combustible, qu'on appellera P2, les périodes de panne ou dysfonctionnement des systèmes de réduction des émissions, enfin des polluants, que l'on appellera P3, et la P4, qui est la période relative au CSC, au réglage, aux entretiens des équipements. Alors, il y a deux sous-rubriques, on va dire. Il y a les périodes d'essai et de réglage de l'appareil de combustion, proprement dit, de l'installation. Et puis, vous avez aussi les périodes d'essai et de réglage des systèmes d'analyse et de traitement de la donnée. Alors, dans le guide, il est proposé une fiche qui définit un petit peu, en fonction de votre installation, les paramètres et les critères relatifs aux périodes hot NOC. Donc, on a mis un petit encart là où effectivement on rappelle les éléments importants de l'équipement, si c'est une chaudière, quel type de combustible, sa charge minimum, ces éléments-là. Les conditions minimum, qui font déjà potentiellement partie des critères, et puis les conditions process, proprement dit, et aussi liées au traitement défini. Il y a aussi dans le guide, on a à reporter, et même à rapporter, je veux dire, ces données, et donc dans les bilans mensuels, il est précisé journalièrement les périodes hot NOC, Vous avez un petit élément qui précise les résultats et de l'information qui est détaillée vis-à-vis de ces périodes en fonction du fonctionnement de l'installation journalière. Et enfin, vous avez un élément important qui est aussi, qui concerne les compteurs, à savoir qu'il y a aussi une fiche dédiée aux compteurs. Alors, il y a deux types de compteurs, on va dire. Il y a celui qui concerne la période P4.2 et qui est associé à l'AMS et la HLS, et où les périodes ne doivent pas dépasser 10 jours sur 12 mois glissants. Et puis, vous avez le compteur sur la période hot NOC, qui est lié là carrément à l'installation, donc et qui concerne les périodes P1, P2, P3 et P4.1, et où, là aussi, on définit pour chacune des périodes un compteur dédié. On rappelle simplement que l'ensemble, pour l'installation, l'ensemble de ces périodes ne doit pas dépasser 5% de la durée totale de fonctionnement de l'installation. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision. Il y aura peut-être pas mal de questions là-dessus, on verra. Et on va finir la dernière partie sur le reporting et l'archivage des données avec François Pen. Voilà. Donc, sur cette partie qui est très importante, puisque finalement le guide, il a quand même aussi pour objet de préciser les éléments de communication qu'on doit fournir pour respecter la réglementation, et de façon à ce que ces éléments soient construits de façon homogène. Vous allez avoir dans le guide, sur une annexe dédiée, tous les enchaînements, toutes les phases de présentation du rapport, dont Xavier vient de vous présenter la partie correspondant aux périodes de fonctionnement et de non-fonctionnement, qui sont bien détaillées. Et donc, dans ces rapports d'émission, on va avoir donc des rapports qui vont répondre aux exigences réglementaires, comme je l'ai dit, notamment les arrêtés ministériels, les arrêtés locaux, les plans de protection de l'atmosphère, et puis des arrêtés préfectoraux, donc là, sur le site en particulier. Et ces rapports donc, sont bien sûr à destination des autorités, mais aussi pour les déclarations GREP une fois par an, donc qui contiennent d'autres formes, enfin les données sous d'autres formes. Et puis, tout ça est conforme par rapport aux normes dont on a déjà parlé. Donc ensuite, voilà, donc le rapport que vous trouverez dans le guide avec tous ces différents chapitres
va vous expliquer, va vous donner la bonne présentation pour d'abord traiter des éléments clés et commentaires par rapport à ce rapport, à quoi il sert, etc. Les référentiels applicables au site, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va retrouver sur le site en termes d'installation, de puissance de chaudière, de quel site on parle, et puis ce genre d'informations. Ensuite, on va retrouver les paramètres de détermination des périodes de fonctionnement et de non-fonctionnement pour chaque appareil, comme ça vient d'être présenté. Et de la même façon, à propos de la chaîne de mesure, donc ces périodes aussi d'indisponibilité qui seront reprises dans le rapport dans une partie spécifique. La comptabilisation de toutes ces périodes, donc comme ça vient d'être aussi présenté, on a vu les parties du rapport qui traitent de ces différentes comptabilisations. Le bilan mensuel d'autosurveillance pour chaque appareil, qui a donc l'intérêt maintenant d'être cadré de façon homogène pour tous les sites et tous les appareils, et un totalisateur de flux pour pouvoir préparer la déclaration annuelle GREP. Donc on va avoir les émissions en tonnes, en kilos annuels. Et enfin des explications informatives sur le rapport. Alors on aurait pu projeter la partie correspondante du guide qui vous présente en détail toutes ces parties-là, mais peut-être on le verra plus tard. Pour l'instant, on en reste sur la présentation actuellement en place. Donc voici l'exemple de la partie 6 du bilan mensuel des émissions, avec donc le report des périodes de fonctionnement validées, les flux en polluants et les commentaires de l'exploitant qui doivent être présents en bas de page. Donc c'est le bilan périodique des données consolidées. Le bilan annuel reprend de la même façon ces données et les synthétise dans un autre format. Voilà pour, je pense, le rapport. Il n'y a plus rien derrière. On a vu donc les différentes phases qui constituent le reporting. Alors, autre partie à voir, c'est l'archivage des données. Donc, on a constaté dans les années passées que cet archivage était problématique dans la mesure où les installations informatiques étaient disparates. Les façons d'archiver les données pouvaient être de différentes manières sur site, au même endroit que la baie d'analyse ou à différents endroits sur le site. Et pour retrouver, comme on l'a vu au début, les 5 années d'archivage, on a souvent eu des problèmes dans le passé pour être en cohérence, surtout quand on changeait d'équipement. D'où l'intérêt donc maintenant de clarifier les choses. Et donc on a donc obligation réglementaire de pouvoir reconstituer une base de données de 5 ans d'ancienneté à partir de laquelle on doit pouvoir redéfinir toutes les mesures qui ont été publiées. C'est-à-dire que cette base de données doit comprendre toutes les données brutes et de façon à ce qu'on soit complètement en capacité de reconstruire les différents rapports qui ont pu être publiés sur les 5 années. Et donc cette obligation amène sur le plan informatique des choix qui vont être bien déterminés, et de plus en plus on s'oriente vers des solutions peut-être en dehors du site pour aussi éviter d'avoir des problèmes, on ne sait jamais, en cas de problématiques informatiques, électriques ou autres sur un site, de perdre les données qui sont stockées sur le site. Donc le fait de pouvoir les stocker ailleurs est une méthode qui est actuellement de plus en plus mise en avant. On ne parlera pas trop ici, mais il y a l'aspect sûreté aussi et anti-intrusion qui rentre aussi dans la façon dont on doit configurer les installations sur le plan informatique. Et donc, tout ça avec le fait que le bilan, on a aussi l'histoire des bilans de fonctionnement qui sont préconisés dans certains arrêtés et qui portent cette obligation à 10 ans. Donc, toutes ces données doivent être récupérables de façon à reconstituer tous les éléments de l'historique. Alors, ce guide n'a pas pour objet de proposer, de fixer des technologies, comme je l'ai dit. Il y a plusieurs solutions qui peuvent être à l'étude.
dont celle de stocker en centrale ou ailleurs, bon, voilà, et puis de rajouter par-dessus des contraintes de sécurité. Mais donc le guide donne des recommandations pour, en tout cas, précise un peu le cadre général. Donc les recommandations sont par rapport aux données d'émission du site, d'avoir un niveau de sécurité de la donnée qui soit fiable et pérenne, donc c'est-à-dire qu'on doit être capable de relire la donnée, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois. Les recommandations, ben, on a quelques, donc en termes d'architecture au niveau informatique, il y a des questions qui peuvent se poser sur le fait d'avoir un poste, d'avoir plusieurs postes, de les avoir sur place ou ailleurs. Les technologies employées, bon là, l'évolution informatique fait que maintenant on peut quand même avoir des solutions qui sont moins disparates que ce qu'on avait dans le passé, et que s'il y a des changements de technologie ou des changements de baies d'analyse, on puisse rester cohérent et toujours dans l'esprit de récupérer bien sûr les données. Et, sur la maintenance, hein, c'est un problème aussi qu'il faut ne pas laisser de côté. Donc toutes les prestations de maintenance doivent permettre de conserver et de maintenir cette exigence, hein, de sécurité des données. Donc maintenant sur les systèmes électriques, sur le maintien des dispositifs de sauvegarde, voilà. Et puis donc la sécurisation des données qui maintenant est aussi un sujet qui est de plus en plus prégnant. Donc les responsabilités et limites de prestation des différents intervenants doivent être aussi regardées et précisées dans les cahiers des charges. Donc voilà la conclusion pour la partie stockage des données. Merci à vous quatre d'ailleurs pour avoir apporté votre expertise. On donne le mot de la fin à Cyril Nolot, je crois, voilà, pour cette dernière slide de conclusion, et après on pourra s'attaquer aux questions qui commencent à défiler sur mon téléphone. Merci. Très bien. Je pense qu'il est important de rappeler que l'ensemble du groupe de travail FEDEN-JIMELEC a été accompagné dans sa démarche de réalisation de ce guide par les autorités compétentes et que nous avons utilisé les documents officiels disponibles comme les fiches techniques de combustion, les différentes normes, etc., afin d'apporter aux exploitants un outil de compréhension des contraintes réglementaires qu'ils doivent appliquer, harmoniser, tant que faire se peut, l'approche technique globale à donner pour la surveillance des polluants et du traitement des données pour les installations de combustion, et bien évidemment, ainsi, faciliter les échanges entre les parties prenantes sur le terrain, exploitants, fournisseurs et organismes de contrôle. L'objectif du guide est atteint parce qu'il nous a permis de travailler tous ensemble avec l'expérience de la FEDEN, l'expérience du JIMELEC, de manière à établir dans cet ensemble de données disponibles un document de synthèse qui a pour but de simplifier la vie de chacun. Merci beaucoup. On voit là différentes entités qui ont été partie prenante justement de ce travail collectif. Et je trouve ça assez admirable que vous ayez pu vous entendre tous ensemble pour faire ce guide qui va aider beaucoup de monde. On va aborder les questions. Donc voilà, comme je l'ai dit au début, vous pouvez télécharger le guide. Et on va démarrer, alors peut-être avec quelques questions de clarification que les participants nous ont posées. Je commence avec celle-ci, donc vous me direz si vous êtes à l'aise pour répondre, sinon on renverra des précisions un petit peu plus tard. Quelqu'un demande « Comment calculez-vous l'incertitude IC95 à retrancher sur la STA ?» Monsieur Vallet. Oui. L'incertitude de confiance, c'est vrai que c'est une juste question parce que le calcul est un petit peu différent lorsqu'on parle d'une installation de combustion avec les dispositions qui sont connues dans l'incinération, puisque le texte précédent était plutôt lié à l'incinération. L'IC 95 rentre de manière absolue dans le calcul, dans le sens où si vous avez une VLE en NOx de 100 mg par mètre cube, les dispositions de l'arrêté ministériel sur les NOx est de 20%, et donc vous retranchez 20 mg par mètre cube à la mesure qui est donnée par l'AMS après avoir fait en fait tous ces étages de correction dont on a parlé sur l'algorithme. Et donc,
le dépassement n'est véritablement validé que lorsque finalement, en données corrigées, on est à 120, puisqu'on aura retranché ces 20 et on sera véritablement à ce moment-là à 100 mg. Voilà. D'accord. Merci pour la précision. J'espère que les personnes qui ont posé la question ont trouvé leur bonheur. Encore une petite question de précision, peut-être pour vous, Monsieur Rigaud. Pourriez-vous en dire plus sur le seuil de 5% vis-à-vis des périodes hot knock? Est-ce qu'il y a des détails à donner sur cette partie-là? Alors, les 5% sont fixés réglementairement dans l'arrêté. Donc, c'est juste une fixation réglementaire. Une fixation réglementaire, comme il y a des fixations sur 120 heures, sur d'autres paramètres, comme, attendez, je ne me souviens plus, mais par exemple, vous avez la P3 sur les dysfonctionnements des systèmes de traitement de fumée, ou c'est 120 heures sur les 12 mois glissants, par exemple. D'accord, merci. Alors, on a deux questions qui sont sur le multiplexage. Dans ce guide, aurons-nous des infos concernant les analyseurs multiplexés? Et je pose la deuxième, hein, vous verrez si vous complétez d'emblée. Le guide contient-il un synoptique en cas de multiplexage d'AMS, notamment comment faire le CAL2? Donc là, je peux prendre Alors, je sais qu'on avait quelques slides sur le multiplexage, parce que bien sûr, nos intervenants avaient anticipé cette question-là. Alors, pour l'état du guide actuellement, puisque nous l'avons finalisé à la fin de l'année 2020, ne parle pas de multiplexage en tant que tel. En revanche, comme il s'était basé sur les fiches techniques combustion qui avaient été proposées par le ministère de tutelle, dans ce document, vous avez déjà un paragraphe qui aborde ce sujet. Et donc, nous voulions évidemment l'inclure dans le guide, mais vu déjà les échéances, nous avions fait le choix de publier une première version. Et le guide, sûrement, en fait, connaîtra dans quelques années des versions supplémentaires sur ce sujet. Il n'empêche, dans ces fiches techniques combustion, qui est déjà en fait une première base de travail, la terminologie du multiplexage est aussi redéfinie. Elle est décrite là dans le slide que vous avez à l'écran comme étant une méthode de mesure semi-automatique des émissions, appelée aussi mesurage ponctuel. Donc ça veut dire que les instances ministérielles ont bien accepté le concept de multiplexer certains émissaires sur un seul analyseur. Donc les émissaires sont donc surveillés à tour de rôle durant un temps dit de mesurage pour une même unité analytique. Voilà. Et donc ce cycle de mesurage, il doit évidemment être optimisé selon le nombre d'appareils de combustion qui sont en fonctionnement. Si vous avez 4 chaudières dans une installation de combustion et que finalement, à un instant T, vous n'en avez que 2, il faut que le multiplexage de l'AMS soit adapté de manière optimale au nombre de chaudières qui sont en fonctionnement. Et ce texte, fiche technique combustion, mentionne également le nombre de lignes en surveillance avec une idée qui est de ne pas dépasser 4 unités en fonctionnement, dans le sens où, en fait, comme l'entrée réglementaire et la moyenne horaire, il faut que cette moyenne, qui est donc une moyenne de scan 10 secondes, ait un sens d'un point de vue juste pratique, et que donc le temps de scrutation pour calculer cette moyenne soit représentative du fonctionnement de l'installation durant l'heure. Donc il a été admis avec tous les acteurs ici présents, le fait qu'une scrutation minimum de 15 minutes sur un émissaire soit suffisante pour avoir une bonne image de ce qui se passe sur une heure. Vous pouvez aller ensuite, il y a un deuxième slide. Mais malgré tout, cette disposition particulière, qui finalement peut rentrer en contradiction avec le terme de mesure en continu, nécessite tout de même de justifier sa conformité. Et puisqu'elle dépend finalement d'un certain nombre de paramètres hors de l'AMS, juste relatives au fonctionnement de l'installation. L'installation, elle va être, comment dirais-je, elle va être elle va être évidemment influencée par la nature du combustible, le process associé à l'installation de combustion, et il faut que finalement, il soit suffisamment stable pour qu'une solution de multiplexage soit envisagée.
et que donc le nombre de mesures collectées pour disposer d'une mesure de qualité, qu'elle soit représentative par rapport au calcul de moyenne horaire. Donc le multiplexage et le conditionnement des gaz doivent être aussi adaptés à l'analyseur, entre le temps de mesurage, les débits de prélèvement, les temps de purge, pour à nouveau qu'on ait le maximum de représentation sur les 15 minutes qui sont disponibles pour faire une mesure. Donc le séquencement des étapes d'analyse doivent être adaptés, les temps de mesurage doivent être adaptés, tout cela pour être en capacité d'avoir une image correcte, quelles que soient les adaptations, les variations de mesure qu'on peut avoir dans le délai imparti. Et l'idée qui est décrite dans les fiches techniques combustion, c'est de valider cette architecture au travers du test CAL2. À l'heure actuelle, les tests CAL2 qui sont faits sur site, finalement, obligent l'AMS à se mettre sur l'émissaire qui est en test durant cette procédure. Donc, on est en continu sur l'émissaire, sur lequel vous avez aussi un laboratoire de contrôle qui fait sa mesure de référence. L'idée est de mettre le dispositif automatique dans le scénario, finalement, le plus défavorable en termes de temps imparti pour la mesure. Donc, je prends une installation de combustion qui dispose de 3 chaudières. L'AMS est donc mis directement sur un multiplexage 3 voies. Et le test CAL2 fait par le laboratoire, lui, est fait de manière identique à ce qui est fait jusqu'à maintenant, mais on dispose de moins de points que les 60 minutes dont on pouvait disposer auparavant. On fait tous les tests de la même manière, dans le même cadre normatif que ce qui est fait par les laboratoires actuellement, et on voit si l'AMS passe ou pas. Si l'AMS passe, le multiplexage est validé. S'il ne passe pas, des dispositions supplémentaires sont à apporter à l'architecture. D'accord, merci pour cette explication très précise. Je continue de vous donner quelques questions qui arrivent. D'ailleurs, c'était la première. Est-ce qu'un guide similaire sera édité pour les installations de traitement de déchets suite au dossier de réexamen lié au BREF avec mise en conformité des sites pour décembre 2023? Il est déjà en cours de rédaction, mais c'est le guide FNAD. D'accord, c'est le guide FNAD. Quelqu'un va apporter une précision ou c'est bon? Non, mais effectivement, il y a des travaux qui sont en cours, et donc ce sera un sujet qui sera probablement d'actualité prochainement. D'accord. Eh bien, écoutez, une actualité prochaine, peut-être pour un nouveau webinaire, on verra, en fonction de ce qui se sera fait. Je continue la série des questions. Tout va bien du côté de nos intervenants? Parfait. Alors, un petit point de détail aussi. En tout cas, une demande. La VSTA n'a donc rien à voir avec la valeur mesurée réglementairement par les organismes de contrôle. Point d'interrogation. Le traitement de la valeur finale n'est pas le même. Si ça vous parle. Oui, si, c'est la même. C'est la même. C'est la même, il y a les corrections. Vous avez les mêmes tâches de correction, température, pression, remise en sec. Non, c'est la même. Elle a le même statut en tout cas. Ok, le même statut alors. Monsieur Valette, je crois que celle-là, elle est pour vous aussi. La solution WEX en VA répond-elle à la norme 17255? Oui. Oui. C'est clair et précis. Alors, ça, c'était du détail. Peut-être qu'on va... Alors, j'en ai une autre qui me dit... Alors, je n'ai pas fait attention. Peut-être vous avez déjà donné la réponse. Quelle est la durée minimale d'une période de scrutation pour le multiplexage? C'est 15 minutes, en sachant qu'on applique les 2 tiers sur ces 15 minutes. Donc, on a 10 minutes de réelle mesure sous une fréquence de 10 secondes de scan. D'accord, ok. Très bien, on continue. Alors, du coup, au fur et à mesure que vous me parlez, ça arrive. Peut-on ainsi se baser sur une période de 15 minutes par heure pour définir une STA, entre parenthèses, installation non multiplexée, mais fonctionnant moins de 2 tiers d'heure? Voilà, je ne suis pas sûr de l'explication. Non, là, comme on l'a dit auparavant, le système, le multiplexage est véritablement adapté pour les installations de combustion qui ont plusieurs appareils de combustion, avec donc plusieurs émissaires à la sortie. À partir du moment où on n'a qu'un seul appareil de combustion dans l'installation de combustion, il faut avoir évidemment dans l'esprit avoir le maximum de points possible. Ce sera d'autant mieux pour avoir une mesure précise sur la moyenne horaire, qui est l'entrée en fait, l'entrée de la donnée réglementaire pour le reporting. Ok. Alors, vous allez voir, j'ai un deuxième téléphone maintenant.
Avez-vous des recommandations concernant la mesure des concentrations pendant les démarrages, entre parenthèses, dans le cadre des plans de gestion des périodes hot-knock à établir en réponse au MTD? Donc, pendant les démarrages, est-ce qu'il y a des recommandations précises? Alors, la séquence de démarrage, c'est ce que j'expliquais, ça dépend effectivement de la technologie employée. Donc, elle peut être plus ou moins longue. Et en réalité, quand vous définissez les paramètres et les critères liés à votre hot-knock, donc le P1 qui est la marche arrêt, vous définissez en réalité un certain nombre de critères qui sont importants pour dire, bah là, à partir de ce moment-là, à partir de telle charge, par exemple, je suis sur une période normale de fonctionnement. En dessous, je suis en marche dégradée parce que je suis en dessous, par exemple, du seuil mini de fonctionnement. Donc, en réalité, les technologies, si vous avez une installation gaz, vous allez avoir un démarrage et un arrêt qui se fait assez rapidement, on va dire, en comparaison d'une chaudière biomasse, où effectivement, il faut beaucoup plus de temps pour sortir de la période de démarrage, et y compris dans la période d'arrêt. Voilà. Ok, très bien. Et c'est à vous de le définir clairement. C'est l'objet, justement, que vous signalez les éléments importants en hot-knock dans la fiche, mais en même temps, c'est ce qui va permettre, ce sont des données de l'installation qui iront sur le système de traitement et qui définiront, qui mettront des flags pour valider ou invalider en période hot-knock les mesures qui sont faites, puisque les mesures sont faites en permanence. C'est simplement le fait d'entrer ou de sortir des périodes hot-knock qui valide ou invalide la mesure, la donnée. Sur cette question finalement de trouver la bonne pratique au regard de ce nouveau cadre, chez les exploitants que vous représentez, est-ce qu'il y aura une sorte de, en plus du guide, une sorte de méthodologie donnée à toutes les entités qui chez vous, enfin chez tous les exploitants, comment ça va se traduire concrètement dans vos pratiques de tous les jours avec les gens sur place? En général, je parle pour Dalkia, mais il y a des spécialistes sur certains types de chaudières ou certains types de combustibles. Et en général, il y a des règles qui se font, et c'est lors de ces réunions, justement, il y a un grand partage des informations et l'information est transmise. Et où les problèmes sont remontés aussi quand il y en a. Bon, je pense que c'est valable chez n'importe quelle industrie. Non, mais c'est vrai qu'on a intérêt à regarder sur chacun des sites les différentes particularités pour au moins coordonner, être en phase et éviter qu'il y ait à un endroit des dispositions qui soient complètement un peu en dehors des clous, puisque toutes ces dispositions doivent être validées par les inspections à un moment donné, donc il faut quand même que ce soit cohérent. Donc c'est un sujet qui va peut-être émerger suite à la publication du guide. Ça, c'est voilà, c'est intéressant aussi. Ça sera source de discussion. D'ailleurs, il y avait un thème qu'on s'était noté, c'était que j'ai pas encore vu apparaître dans les questions, alors je me permets de le poser. Est-ce que ce guide sera opposable à l'exigence d'un inspecteur qui pousserait à aller un petit peu plus loin? Alors ça a été dit au tout début dans la présentation de Pascal Roger. Il y avait sur la vue une annotation comme quoi ce guide n'était pas, non justement, pas opposable. Enfin, il n'est pas là pour répondre aux exigences réglementaires. Hein. Il donne un cadre. Oui, je crois que c'est quand même bien de le redire. Alors, je reprends d'autres questions, toujours peut-être un peu détaillées. Quelle est la distinction entre les rapports DREAL et les rapports GREP? Il y a notamment une remarque. Là, les rapports d'émission du DAHS Fuji Electric V7 consolide l'ensemble des données telles que définies ensemble. Est-ce un souci pour l'exploitation? Les déclarations GREP, c'est des déclarations en masse annuelles. Donc, à un moment donné, donc c'était jusqu'au 15 mars dernièrement, on doit saisir sur un outil intranet de l'administration nos émissions de polluants en quantité. Donc, il faut qu'on ait une synthèse annuelle pour les polluants mesurés
et pour d'autres qui ne sont pas forcément mesurées en direct, enfin en continu, on doit déclarer donc des émissions en quantité, en kilos, en tonnes, suivant ce que c'est, voire même en grammes. Et c'est différent des rapports mensuels qui sont envoyés périodiquement et qui sont eux, plutôt en flux, en milligrammes par mètre cube en général. D'accord, merci. Si je peux me permettre, Oui, je vous en prie. dans l'esprit du texte, la comparaison à une VLE, c'est pour regarder si l'installation de combustion, elle fonctionne bien dans le temps et elle permet ainsi en fait à l'inspecteur de voir que tout fonctionne bien. Alors que donc ça c'est la déclaration générale, alors que la déclaration GREP, c'est véritablement, comme le disait François, vraiment lié au flux et à une vue exhaustive des émissions du site sur l'année. D'accord. Alors, je poursuis. Ça serait mieux qu'on ait des gens en vrai pour vous poser les questions, mais voilà, je me fais leur parole. Comment avoir des mesures valides pour un générateur de chaleur qui ne fonctionne qu'en appoint, c'est-à-dire environ 20 à 30 minutes par heure? Vous avez le droit d'avoir un joker, hein, si la question est trop précise. J'ai pas ce cas-là. Bon, alors, on va donner joker pour cette question et peut-être, si possible, on pourra peut-être vous apporter une réponse écrite après. Je continue. Alors, une question un peu de lobby, je ne sais pas si vous pourrez répondre. Avez-vous prévu de faire revenir par la petite porte les dérogations qui existaient avant pour les installations fonctionnant moins de 500 heures par an? Cal simplifié. À nouveau, le guide, il est dans le respect en fait des textes disponibles, et donc nous on applique le référentiel réglementaire actuel, c'est tout. C'est une question un peu hors guide, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est en dehors du scope de notre guide, qui se veut une aide à la mise en œuvre des textes pour surveiller les émissions, mais pas pour d'autres choses. Non. Une chose qu'on n'a peut-être pas dit non plus, c'est que ce guide peut être évolutif, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas figé au jour d'aujourd'hui. On prévoit des révisions. D'ailleurs, il y a peut-être quelques coquilles déjà qu'on peut prévoir de réviser d'ici quelques temps. Donc, s'il y a des évolutions réglementaires significatives, le guide évoluera. D'accord, effectivement, on l'a dit, forcément ce guide sera amendé au fur et à mesure des évolutions. Alors, j'essaye de vous retrouver la question que j'ai vue tout à l'heure. Oui. Ce guide permettra-t-il d'anticiper la mise à jour du guide d'application FD X43 132? Nous avons des participants très attentifs. Et peut-être très connaisseurs aussi. Il n'a pas l'objet d'être un complément de cette norme-là. C'est à nouveau une aide aux exploitants, aux fabricants, enfin aux différents acteurs qu'on a sur ce type d'installation pour que ces solutions soient mises en œuvre de manière la plus simple qui soit et la plus efficace qui soit. Ces dispositions aussi précises que ça, ce n'est pas l'objet du guide. D'accord. Non, mais c'est bien de cadrer ce dont on parle vraiment. Alors là, j'ai une petite question sur les hot NOx, a priori. Est-ce à dire que si on est dans les périodes de P1 à P4, on peut invalider les polluants qui ne seront pas pris en compte dans les moyennes validées? Oui. Oui. Quand on est dans une période hot NOx, on invalide la mesure qui est faite. D'accord. Mais elle reste historisée. Elle reste complètement historisée, tout le suivi se fait, mais en ce qui concerne la validation de la mesure horaire, c'est invalidé. Ouais. Mais ça reste donc dans la base des 5 années qu'il faut être capable de reconstituer. C'est une donnée qui doit rester stockée. C'est pas parce qu'elle est invalidée qu'elle est perdue. Il faut la garder. Tout à fait. Très bien. Une petite question sur la norme 17255. Donc aujourd'hui, cette norme 17255 n'est pas citée dans les textes réglementaires. Faut-il obligatoirement la respecter? Nous avons des gens un peu procéduriers là. Elle n'est pas nommée dans les arrêtés ministériels. Par contre, les fiches techniques combustion, parce que les arrêtés ministériels ont été publiés en 2018, les fiches techniques combustion, un an plus tard,
et elles étaient concomitantes à la publication de la première partie, 17255-1, donc elles en font mention. D'accord. Moi, j'avais une petite question complémentaire. Du coup, la fin des deux textes qui manquent encore pour cette norme, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous au niveau du dimensionnement de vos appareils, voire de leur commercialisation? Enfin, si ça change quelque chose, hein, je ne sais pas. Oui, ça va forcément changer parce que comme on l'a vu sur la partie normative, hein, on a vu qu'il y avait des normes qui avaient été produites. De ces normes de l'AMS sont sortis des certificats, des niveaux d'assurance qualité CAL 1, CAL 2, CAL 3 qu'on a abordé là sur le slide avec le jeu de fléchettes. Et bien, de même, les logiciels vont devoir aussi s'ajouter, enfin se référer à des certificats. Et en fait, les deux dernières parties sont relatives à cette partie-là. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a pas de certificat officiel sur la 17255. Les deux dernières parties de cette norme vont cadrer les dispositions de certification et comment les tester. Mais de toute façon, c'est une tendance qui est européenne, hein, et qui permet d'avoir un référentiel normé qui permet d'établir la façon de traiter la donnée. Parce que comme on l'a évoqué en début de ce webinaire, auparavant, rien n'existait en ce sens. Et donc là, ça a le mérite déjà, dans cette première phase où il y a la part 1 et la part 2, de savoir ce qu'il faut faire. Après, la partie certification va être ultérieure, mais elle aura lieu un jour ou l'autre. Il y a beaucoup de questions sur cette norme, en fait. Alors, je ne suis pas sûr de m'y retrouver à chaque fois, donc vous me direz si peut-être c'est une répétition. Quel est le référentiel qui permet de dire qu'un DAHS est conforme à la norme 17255? Pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, il existe tout de même quelques certificats, mais qui ne sont pas complets, utilisés par certains fabricants via l'Institut MCERT que j'ai mentionné tout à l'heure. Il y a deux instituts européens qui s'en occupent, le MCERT et le TÜV. Sachant que comme ce n'est pas encore complètement finalisé, le TÜV n'est pas en mesure de délivrer une autorisation ou un certificat puisque c'est en cours d'être réalisé. Donc la notion de certificat sur la partie des DAHS est relative pour l'instant. C'est ça. D'accord. Donc là, il va y avoir une évolution aussi à suivre, clairement. Alors, je continue. Tous les équipements composant une baie d'analyse doivent-ils être tous qualifiés? Oui, alors dans l'esprit, en fait, les AMS, vous avez deux types d'AMS. Vous avez les AMS, donc je prends par exemple un analyseur de poussière. L'analyseur de poussière, lui, c'est une mesure in situ. En fait, là, à l'endroit où vous faites la mesure pour évaluer le polluant, vous êtes à l'intérieur de la cheminée. Contrairement à l'analyse de gaz, où, on va dire régulièrement, même si il existe aussi des analyseurs de gaz in situ, beaucoup d'installations sont équipées d'analyseurs qu'on appelle extractifs. C'est-à-dire que l'endroit où est fait la mesure n'est pas forcément l'endroit, n'est pas la cheminée. C'est-à-dire qu'en fait, on a aspiré le gaz et on l'a mis dans une chambre. Voilà. Et donc, l'AMS, c'est l'intégralité de ce système. Vous avez le coffret, la ligne chauffée, les dispositifs de traitement d'échantillons et l'analyseur. Quand on regarde plus finement, quel que soit le fabricant, les certificats qui sont publiés par exemple, le TÜV, sont mentionnés aussi les accessoires qui ont été liés à l'échantillonnage, par exemple, pour qualifier l'appareil de mesure. Donc, si on est strict, si on ne respecte pas la liste des appareils qui sont mentionnés dans ces certificats, le certificat n'est pas complet. D'accord. J'espère que tout le monde s'y retrouve dans les participants. Hein. Alors évidemment, excusez-moi. Non. J'ai un doute. Peut-être que je l'ai déjà posé, hein, parce que j'en ai tellement là qui défilent et je ne les ai pas prises dans l'ordre pour me faciliter la vie. Quelle est la date d'application maxi de la prise en compte des hot knock? Deux points, intégration dans les rapports. La date d'application maximum de la prise en compte des hot knock, intégration dans les rapports, point d'interrogation. C'est la date d'échéance à partir de laquelle tu dois intégrer les hot knock dans tes rapports. Donc, normalement, c'est 2021. Normalement. Ou c'est à la date de publication de ton arrêté. Normalement, si on est en application de l'arrêté, il est publié
en août 2018 pour une application 20 décembre 2018. Donc c'est applicable de fait. Alors, normalement, principalement sur les arrêtés donc, pour les grosses installations de combustion, donc celles qui sont supérieures à 50 MW, normalement, suite au dossier de réexamen, vous avez peut-être eu une révision ou un complément sur votre arrêté préfectoral, et normalement, pour ces installations, c'est obligatoire. Encore faut-il avoir le complément, enfin l'arrêté complémentaire. Voilà. Théoriquement, n'importe quel réal est en capacité à demander à l'industriel de produire ces éléments. Ok. Alors encore une petite précision sur les hot knock. Peut-être qu'on l'a déjà abordé. Les flux massiques devront-ils être calculés pendant les périodes hot knock? Y aura-t-il des VLE hot knock spécifiques? Les VLE spécifiques sont négociés. Sont vus au niveau local avec les réals. C'est une VLE locale. Parce qu'il ne faut pas oublier, notamment quand vous êtes dans une agglomération qui a en plus un arrêté de type PPA, plan de protection de l'atmosphère, vous avez aussi des valeurs qui sont intégrées dans votre AP vis-à-vis du plan local. Donc la VLE, c'est très local. D'accord. Très spécifique à chaque site. Alors, je continue. Je suis désolé, on passe du coq à l'âne, mais je prends ce qui arrive. Dans le guide, y aura-t-il un chapitre dédié aux opacimètres, en particulier les étalons en fonction des technologies employées? On a un paragraphe sur la partie mesure, analyse. On a également enfin d'ailleurs, les deux textes, enfin les fiches techniques combustion et le guide combustion mentionnent aussi les différentes technologies possibles à utiliser pour utilisables dans le guide. Voilà, tout à fait. A priori, oui, à voir dans le guide. Voilà. Tout à fait. Alors, j'ai une remarque ici, peut-être un peu dure, vous me direz. Ce guide est donc une traduction des exigences déjà applicables. Confirmez-vous qu'en aucun cas, les constructeurs ne pourront prétexter de l'application de ce guide pour justifier une mise à jour payant de nos baies existantes. Petite coche. C'est du live. Hein. On ne peut pas répondre à ça parce que je dirais chaque société, chaque constructeur a ses propres pratiques. Et donc là, on est là pour parler du périmètre technique de notre guide, qui est le travail commun qui a été fait entre FEDEN et JMELEC, mais pas pour parler de société en particulier. Bon, ça sera à voir au cas par cas avec votre... Si à compléter, la partie archivage avec les recommandations qui étaient décrites ont aussi changé le périmètre parce que ces logiciels aussi ont aussi un peu la charge de l'enregistrement des données. Donc ça change de toute façon le périmètre. Très bien. Alors, il y en a d'autres qui arrivent, mais j'en avais une près de moi. On sait qu'il y a quand même aussi une attention de la société civile à cette question de la pollution de l'air. Est-ce que ça va... Il est possible aussi que dans le futur, les contraintes européennes s'amplifient, que les fameuses VLE soient plus drastiques. Est-ce que ça amène a priori, ce guide amène vers de bonnes pratiques et à terme, quel type d'évolution vous pourriez imaginer voir arriver? Est-ce qu'on sera sur d'autres types de polluants? Voilà. Et comment vous voyez un petit peu l'avenir de cette contrainte-là? Nous, en tant qu'exploitants, et dans les grandes métropoles, on sent bien venir des contraintes des parties prenantes locales sur des polluants qui ne sont pas ceux qu'on mesure forcément actuellement. Après, la question se pose, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'exigence. On peut éventuellement faire un peu de prospective à quelques années et puis se dire qu'un jour ça arrivera. Au niveau technologique, la question sera posée aux fabricants de savoir si c'est possible de mesurer les polluants qu'aujourd'hui on ne suit pas, comme on parle souvent des nanoparticules, des recombinaisons atmosphériques de certains polluants, ou on peut se poser la question de mesurer
polluants en proximité de site et non plus en flux d'émissions de cheminées. Donc, c'est des sujets qui effectivement sont dans les échanges avec nos parties prenantes et sur lesquels, pour l'instant en tout cas, le guide ne parle pas évidemment de ces aspects-là. Et si la question se posait, on espère avoir le temps de se retourner pour pouvoir envisager des réponses. Et je rappelle quand même que les principaux polluants dans les grandes agglomérations, c'est maintenant clairement et nettement les transports, plus que les émissions de nos installations. D'autres commentaires sur cette question parce qu'il y a quelqu'un qui dit là, mais c'est pas forcément de l'avenir, la mesure en continu du mercure est-elle obligatoire? Non. Hein, sauf si on arrêtait l'impose, mais non, pour l'instant. Pas dans les installations de combustion. Pas dans les installations de combustion, en tout cas à ce jour. Pas à ce jour dans les installations de Et en combustion. plus, elle est extrêmement faible. Enfin, elle est mesurée ponctuellement par certains bureaux d'études. On a des mesures qui sont faites ponctuellement et c'est proche de zéro plus qu'autre chose. Et j'allais dire, au-delà du respect de l'arrêté préfectoral, donc au cas par cas, selon les conditions locales, est-ce que vous êtes amené ou est-ce que vous seriez amené à un moment donné, vis-à-vis de la société civile, à communiquer certaines données d'émissions typiquement, je ne sais pas, dans toutes les données là, que vous avez listées, est-ce que c'est la LTA qui ferait office de valeur qui parle au public aussi, parce que tout n'est pas forcément explicite. Les données sont communiquées de toute manière à l'administration, donc on l'a vu, hein, voilà, c'est un peu le but de ce système. Ensuite, l'administration peut l'utiliser en termes de communication, bon, c'est pas le cas encore, mais ça mérite de regarder plus précisément quel indicateur est donné et de le comparer par rapport à d'autres. Comme je disais, hein, si on compare les émissions d'une installation de combustion qui est proche d'une autoroute, du périphérique ou je ne sais quoi, on aurait du mal à voir dans la cartographie locale de ce qu'on mesure et de ce qu'on affiche. Donc ça, c'est un débat intéressant, mais il faut être quand même d'accord sur quoi on communique en termes d'indicateurs. Bon, c'est un peu élargi au guide, hein, on est d'accord, mais c'est vrai que c'est une question passionnante, parce qu'il y a peut-être aussi des collectivités locales qui vont être de plus en plus regardantes sur ces choses-là. Hein. J'avais une petite question, alors je suis désolé, on ressaute sur quelque chose de très précis. À un moment donné, vous avez parlé dans l'algorithme de la possibilité d'avoir des valeurs substituées pour les données périphériques. Concrètement, ça se traduit par quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on a comme données? Quelles contraintes là-dessus? Souvent, les mesures substituées, enfin les valeurs qui sont les valeurs de substitution sont celles qui sont déjà mesurées par les laboratoires de référence durant les contrôles. Donc, au bout d'un certain moment, on a une image assez représentative de ce qui se passe dans la cheminée et il est tout à fait admissible en fait de reprendre une moyenne de ces mesures sur ces différents paramètres et de les utiliser comme substitution en cas d'absence de mesures disponibles. D'accord. Alors, je continue, mais j'ai fait... Alors, vous m'excusez, ça va prendre 1 ou 2 secondes. Je crois que j'ai presque fait le tour de toutes les questions. Est-ce qu'éventuellement, de votre côté, il y a un commentaire sur une partie... Ah, pardon, je n'avais pas vu qu'il y en a une sur l'écran. N'y a-t-il pas une contradiction entre les exigences des nouveaux arrêtés sur la mesure continue par appareil certifié et la possibilité de faire du multiplexage? En d'autres termes, les fiches combustion prévalent sur la réglementation. Point d'interrogation. C'est un vaste sujet. Apparemment, c'est la porte ouverte à un grand sujet. Ouais. Non, mais bien évidemment. Comment répondre simplement à cela? Ce qu'il faut voir, c'est que on part de quelque chose qui est avec de grands vides. Et là, il y a eu un travail qui a été fait sur la mise en œuvre d'une réglementation pour faire en sorte d'avoir des mesures qui soient représentatives au mieux de ce qui se passe au niveau des émissions. Donc, la notion de multiplexage a été aussi un sujet intéressant et important de discussion entre nous. Et je dirais que c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas figé, parce qu'il y a des remarques qui sont tout à fait pertinentes.
Et je pense que c'est un chantier qui a été démarré et qui sera amené à mûrir, d'accord? Parce que je pense, en tout cas ça c'est mon opinion personnelle, que la réglementation se durcissant, il y a des choses qui sont encore possibles de tolérer aujourd'hui, qui ne le seront plus dans un futur à moyen terme. Voilà. Mais je ne peux pas en dire plus, mais c'est mon opinion. D'accord. Alors, ce Oui. qu'il faut dire aussi, c'est que, alors, pour parler d'opposabilité des fiches conventionnelles, puisque déjà, vous prenez la preuve du ministère, c'est comme précisé. Déjà, donc c'est la réglementation, les arrêtés, les décrets et autres qui prévalent, c'est clair. Les fiches convention comme ce guide, ce sont des guides qui permettent de lever un certain nombre d'incompréhensions ou d'approches différentes. Simplement, sur le multiplexage, il est bien aussi précisé dans les fiches convention que c'est de la responsabilité de l'exploitant de démontrer qu'il est possible de mettre un système de multiplexage. Donc, ce n'est pas l'arrêté qui l'impose, ce n'est pas l'arrêté qui l'interdit. C'est simplement du bon sens de dire, bah là, j'ai des équipements tellement stables que de faire de la mesure, enfin, démultiplier des coûts en plus associés à la mise en place en continu à 100%, alors qu'avec du multiplexage, je réponds parfaitement aux besoins, bon, c'est du bon sens à un moment. Il faut le démontrer. C'est du bon sens. Très bien. Écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout de ce webinaire. Alors, sauf si l'un d'entre vous a un complément ou une remarque finale à faire, mais on a quand même pas mal balayé le sujet. J'espère que les participants y auront trouvé leur compte. Je les engage bien sûr tout d'abord à télécharger le guide et en prendre connaissance, parce que bien sûr, il dit bien plus de choses que ce qu'on a déjà balayé largement dans cette heure et demie. N'hésitez pas à faire remonter vos autres questionnements à vos fédérations respectives, FEDEN ou Gimelec, s'il y en a. Ça sera peut-être l'occasion pour ces deux fédérations de créer un autre webinaire plus précis sur un point pointu qui nécessiterait plus d'informations. Je remercie les 4 intervenants, voilà, qui ont fait preuve d'abord d'un gros travail pour préparer ce guide et puis d'un effort de pédagogie pour l'expliquer pendant ce webinaire. Et puis, on remercie les organisateurs de nous avoir tous invités et on vous souhaite tous une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.